Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Ceux d'entre vous qui ont suivi le défilé du 14 juillet à la télévision, ou qui étaient présents éventuellement, auront remarqué une musique curieuse, celle de la garde républicaine, qui a interprété, pour commencer son concert en quelque sorte, une œuvre intitulée Méditerranée. Alors il s'agit de quoi? Bien d'une opérette de Francis Lopez, que Tino Rossi a interprétée, et cette chanson, Méditerranée, a été l'hymne principal de cette opérette, et en même temps, elle a ouvert le défilé. Alors ce défilé, eh bien, il s'apparente beaucoup à une opérette. Et sans être discourtois à l'égard des soldats français, force est de reconnaître que ce défilé n'avait rien de très militaire, hormis les tenues. Car de troupes de combat, il n'y avait presque pas, mais beaucoup d'écoles, beaucoup également de soldats de l'ONU, c'est-à-dire des bérets bleus, des bérets qui ne se battent pas, et puis bien entendu quelques chars et des avions, des manœuvres impeccables, mais tout ceci, c'était un très très beau spectacle, fort bien mené, fort bien monté, mais qui n'avait qu'un très lointain rapport avec ce que doit être une armée opérationnelle, une armée capable de dissuader l'adversaire et d'intervenir en cas de besoin. Alors c'est vrai, l'armée française est actuellement en pleine révolution, on va supprimer des bases, on va modifier un certain nombre d'équipements, mais d'une manière générale, l'esprit militaire n'y est plus, et c'est hélas le regret qu'expriment très naturellement et très normalement les militaires français eux-mêmes. Mais nous sommes dans la société du spectacle, et le président de la République actuel est le grand metteur en scène de la société du spectacle, et cette parade du 14 juillet n'était rien d'autre que, comme les Américains le disent, de l'entertainment, c'est-à-dire du spectacle. Ce n'est pas vraiment ainsi qu'il faut concevoir la manière dont une nation doit être protégée. On peut ajouter qu'en descendant de la tribune, le président de la République a donné une brève interview à chaîne de télévision TF1, interview dans laquelle il a dit que l'armée, bien entendu, était tout à fait dévouée au régime et qu'elle n'avait pas d'état d'âme, et que l'Europe, car l'Europe était également très présente dans cette cérémonie, que l'Europe allait assurer la paix et allait assurer la prospérité. Vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle, car la prospérité européenne, actuellement, on la cherche. Et on risque de la chercher longtemps, et notamment la prospérité française, qui, comme chacun le sait ou devrait le savoir, est obérée par une dette absolument colossale, et surtout par des déficits permanents dont le chef de l'État n'a même pas entrepris de baisser le montant. Cette situation est extrêmement grave, elle est en train d'inquiéter tous ceux qui sont réellement responsables, au sens propre du terme, c'est-à-dire qui se sentent comptables d'une manière ou d'une autre des deniers de la nation et qui savent très bien qu'il n'y a pas de prospérité dans un pays quel qu'il soit sans des finances saines. Or, nous sommes très très loin d'avoir des finances saines, bien pire, elles se dégradent quotidiennement, et ça n'est pas la crise financière, la crise bancaire et la crise économique qui est actuellement en train de se développer qui va changer quoi que ce soit et apporter quoi que ce soit de positif. Alors bien sûr, certains se réjouissent en se disant qu'après tout, cette union pour la Méditerranée a connu le succès puisque 40 chefs d'État ou de gouvernement étaient présents à la conférence du 13 juillet et au défilé du 14 juillet. Mais l'union pour la Méditerranée, qu'est-ce que c'est en réalité? Pas grand-chose. Un vague succédané du processus de Lisbonne qui devait associer effectivement la Méditerranée à l'Union européenne. Mais enfin, l'Union pour la Méditerranée, ça concerne qui et quoi? Eh bien, ça concerne un bassin méditerranéen qui a été le berceau de notre civilisation, mais qui actuellement est pour nous presque exclusivement une source de soucis et d'ennuis. Alors je ne dis pas que ces soucis et ces ennuis doivent nous conduire à avoir une attitude négative à l'égard des pays qui bordent la Méditerranée, bien au contraire, il faut essayer de les aider à s'en sortir, mais quand vous voyez comment l'Algérie s'en sort, entre guillemets, en ayant des revenus pétroliers absolument extraordinaires et en laissant son peuple dans la pauvreté, voire dans la misère, on se dit que la solution n'est pas tellement dans l'union pour la Méditerranée, mais dans l'union de chaque pays autour de ses propres objectifs, de manière à ce que chacun de ces pays cède avant que le ciel ne les aide.
Or, il y a de ce point de vue-là beaucoup de progrès à faire, surtout quand on sait qu'après tout, la France n'est pas très regardante sur la qualité des régimes avec lesquels elle traite d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, la politique doit souvent imposer ses lois, mais enfin, on doit quand même pouvoir faire une différence entre une dictature odieuse et un régime acceptable. Or, le fait de traiter et d'avoir fait même de véritables contorsions pour obtenir la présence de M. Bouteflika en France, il était là à la conférence pour la Méditerranée, mais il n'était pas là au défilé, ou pour que M. Hafez el-Assad, ou plus exactement son fils, Bachar el-Assad soit présent au défilé et puisse applaudir les parachutistes dont il avait, lui ou son père et son régime avaient fait tuer un certain nombre, un nombre important, plus de 80 parachutistes, si je me souviens bien, en 1983, eh bien tout ceci signe quand même une diplomatie complètement hésitante et complètement ignorante des véritables répercussions de la présence ou de l'absence de tel ou tel chef d'État à une tribune officielle, surtout pour un 14 juillet. Alors la tâche actuellement devrait consister à être sérieux, à s'occuper vraiment de ce que le pays peut faire pour lui-même, c'est-à-dire redresser ses finances publiques et faire en sorte qu'effectivement l'Europe, qui est capable de nous apporter la prospérité, le fasse. Encore faut-il que nous ayons nous-mêmes pris les dispositions qui permettent à l'Europe de jouer. Regardez cette affaire de sécurité sociale qui est en train de plomber littéralement tout espoir français de croissance. Mais cela fait déjà des années, plus d'une dizaine d'années, et peut-être 15 si l'on veut remonter à l'adoption des directives européennes. Cela fait donc des années que la France se refuse à mettre en concurrence la sécurité sociale, alors qu'elle a signé tous les textes et que les lois sont absolument indiscutables. Eh bien, ce faisant, elle condamne la France à n'avoir plus la moindre croissance, car tout progrès qu'elle pourrait faire est littéralement dévoré par l'hydre social, sans parler de l'hydre étatique, qui continue allègrement, chaque année, d'avoir des déficits de l'ordre de 40 milliards d'euros, tandis que la sécurité sociale ajoute une dizaine et que les collectivités locales, pour ne pas être en reste, en ajoutent 7 ou 8 de leur côté. Tout ceci nécessiterait un plan de salut public. Ce plan de salut public devrait consister en une baisse des dépenses située entre 15 et 20%, et ceci devrait se faire très vite. On ne peut pas sortir d'une telle situation sans quelques mesures vraiment radicales, car sinon, et c'est les pronostics que l'on nous fait maintenant, il faudra 70 ans, vous m'entendez, 70 ans pour que les baisses du nombre des fonctionnaires puissent apporter quelques répits aux finances publiques. 70 ans. Est-ce que vous vous rendez compte du ridicule, pour ne pas dire du côté insultant, de ce type de plan face aux nécessités urgentes de la situation? Alors le seul problème qui se pose maintenant à la France, c'est de se demander combien de temps ce système peut-il encore durer. Personnellement, je suis tenté de penser que ça ne peut plus durer très longtemps, dans la mesure où les échéances se rapprochent et surtout la situation financière internationale et donc nationale est en train de nous mettre dans une position de très très grand péril, de péril quotidien, quand on voit que les banques américaines tombent les unes après les autres et que la Réserve fédérale est obligée de voler à leur secours. Que va-t-il se passer quand le choc financier d'outre-Atlantique viendra déployer tous ses effets chez nous, et on voit bien que par exemple le crédit agricole est déjà fortement atteint et que cette direction est remise en cause, sans parler des effets inévitables que cela aura sur les prêts et d'une façon générale sur l'économie française. Je ne voudrais pas vous gâcher vos vacances si vous en prenez, mais après tout, ça n'est pas gâcher les vacances qu'essayer de dire la vérité. On est plus fort quand on la connaît, même si cette vérité est désagréable. Alors, malgré tout, et malgré les inquiétudes que les uns et les autres nous pouvons avoir, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Nous nous reverrons et nous nous reparlerons sûrement avant. Mais pour ceux d'entre vous qui sont partis, qu'ils essayent au moins d'oublier un instant et qu'ils ne s'inquiètent surtout pas, à la rentrée, ils retrouveront tous les problèmes. Merci de m'avoir écouté. Bon courage à tous, à bientôt et vive la France.